à toutes et à tous. Alors ici en présentiel à Paris ou en distanciel connecté sur Teams. Bienvenue au Hub des Territoires, l'espace d'échange, de collaboration et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Anne-Sophie Incelin, responsable du Hub, et je suis ravie de vous accueillir ce matin avec Diane de Maréchal de l'Institut pour la recherche de la CDC pour cet événement autour de l'héritage des JO et plus particulièrement la dynamique participative qui s'est engagée sur le territoire de Plaine Commune autour du village olympique. Alors nous aimons beaucoup ce type d'échange au Hub des Territoires car nous allons prendre le temps du récit, le temps de comprendre comment le projet éco-citoyen s'est mis en place, le rôle qu'ont joué les différents acteurs. Je remercie l'IRI, le comité éco, l'Institut pour la recherche de la CDC, pour la préparation de ces échanges et l'ensemble des intervenants, bien sûr, pour leur présence et leur implication. Au Hub des Territoires, nous partageons les enjeux des territoires, surtout les actions concrètes, les retours d'expérience qui peuvent permettre d'enrichir les projets qui visent à la fois la transition écologique mais aussi la cohésion sociale, qui sont les deux piliers du plan stratégique de la Banque des Territoires. Nous réunissons des collectivités, des entreprises privées, des acteurs de l'économie mixte, des bailleurs sociaux, convaincus que les réponses se construisent à plusieurs. Nous avons une programmation riche et variée. Je vous invite à la découvrir en vous inscrivant à notre newsletter si vous ne l'avez pas encore fait. Sachez que l'ensemble de nos événements publics sont enregistrés, font l'objet d'un replay que vous pouvez retrouver sur la plateforme de la Banque des Territoires, sur les pages du Hub des Territoires. Vous retrouverez le replay de ce matin dans quelques jours. Nous avions organisé le 3 avril dernier le récit du projet de Lezou, un projet innovant, contributif et évolutif, impliquant aussi fortement les habitants du territoire. Je vous invite à visionner ce replay très complémentaire avec ce qu'on va se dire ce matin. Voilà, sans plus tarder, je passe la parole à Diane pour une présentation un petit peu plus précise de notre matinée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette conférence. Alors moi, je suis Diane de Maréchal, je fais partie de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Alors c'est un service qui est rattaché à la direction de la communication et nous, on soutient des projets de recherche. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on soutient depuis plusieurs années avec la Banque des Territoires l'Institut pour la recherche et l'innovation qui travaille sur ce territoire avec les acteurs locaux et qui a mené à finalement la concrétisation de ce projet qu'on va vous raconter ce matin. Donc, je suis ravie de vous accueillir. Donc, on a appelé cette conférence Héritage des JO des JOP, sur Plaine Commune, le projet éco-citoyen. Donc, on a tous vécu cette belle aventure olympique qui nous a embarqués dans une dynamique collective sans précédent, avec le territoire de Seine-Saint-Denis qui était au premier plan, puisqu'il accueille et il a accueilli les équipements et les infrastructures, et notamment la construction du village des athlètes. Et de cette rencontre entre le projet olympique et l'énergie de ce territoire de Plaine Commune sont nées des initiatives. Alors, il y en avait qui étaient déjà existantes et qui ont été renforcées finalement par ce contexte des Jeux Olympiques. Et c'est ce qu'on va essayer de vous raconter ce matin. Comment les enjeux écologiques et le quotidien des habitants ont permis peut-être, on espère, de pouvoir arriver à une structuration d'un héritage matériel et immatériel des JO. Donc, on va présenter ces initiatives avec comme question comment les ambitions de Paris 2024 ont-elles permis de révéler et d'accélérer ces initiatives éco-citoyennes, et puis comment la dynamique de Seine-Saint-Denis et de Plaine Commune pourrait inspirer d'autres territoires pour mettre en place des outils et des projets éco-citoyens, puisque l'idée c'est aussi dans une deuxième partie de prendre un peu de hauteur et d'essayer de tirer des fils et de voir comment d'autres territoires pourraient s'inspirer de ces histoires. Alors je vais accueillir nos invités pour la première séquence qu'on a appelée Plaine Commune entre héritage matériel et immatériel des JO. Alors avec Florence Chaïnouret, directrice de la performance durable et de l'expérience client chez ICAD, Théo Santis, qui est coordinateur général du projet Comité Éco et chargé d'études à l'IRI, qui est partenaire de l'Institut pour la recherche, et Vincent Loubière, qui est urbaniste ingénieur au cabinet Odyssée et chercheur associé au laboratoire d'urbanisme Gustave Eiffel. Donc les deux projets qu'on va présenter puis que vous portez aujourd'hui ont un contexte commun qui est celui de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 sur le
sur le territoire de Plaine Commune. Et il y a un élément qui a été important dans la vie de ces Jeux Olympiques, c'est la construction et l'installation du village des athlètes. Et puis, dans ce contexte, la Solideo a poussé vraiment une ambition environnementale assez forte, estimant que cette ambition n'avait de sens que si elle était portée par le citoyen. Donc, dès l'origine, dans les premiers cahiers des charges, on avait déjà cette ambition d'héritage matériel et immatériel et d'essayer de construire ce lien. Et on va s'arrêter dans un premier temps sur la construction du village des athlètes, avec Florence qui va nous raconter comment l'idée de la création de ce quartier, ça a été aussi de mettre en place, de créer un véritable démonstrateur de la ville de demain. Florence ? Alors, effectivement, on a ici la vue d'ensemble de ce magnifique village des athlètes. Donc, le village des athlètes, c'est une ZAC de 52 hectares qui est à cheval sur plusieurs communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis. Et donc, nous, notre secteur, le secteur D, dans le jargon de la ZAC, autrement appelé les quinconces, un peu plus poétique, c'est un concours qu'on a gagné en 2019. Le concours avait été lancé par la Solideo, l'aménageur, la Société de livraison des ouvrages olympiques. Et donc, le groupement Caisse des dépôts, et plus particulièrement la Banque des territoires, ICAD et CDC Habitat, on a créé un groupement commun pour répondre à ce concours. Donc on a été lauréat en novembre 2019. Donc c'est là que l'aventure commence et que tout de suite la programmation répondait aux besoins de l'héritage. C'est-à-dire que certes il y avait les JO et c'est ça qui nous a porté et c'est ça qui a fait que ce projet a été exceptionnel, mais il a d'abord été pensé pour l'héritage. Et donc notre cahier des charges de départ, c'était la programmation qui répondait aux besoins de la ville de Saint-Ouen, à Plaine Commune, à nos investisseurs, à nos bailleurs sociaux, à des logements en accession. On est vraiment sur une mixité de logements dans ce quartier, de logements, mais également de bureaux, de commerces, d'activités en pied d'immeuble. Et c'est vraiment de concert qu'on a établi cette programmation. Et il se trouve qu'il y avait les JO et qu'il fallait accueillir les athlètes en 2024. Et donc, on a intégré le cahier des charges de Paris 2024 dans cette programmation. Et donc, pour ça, on a obtenu un permis de construire double état. Donc ça fait partie des innovations administratives et juridiques, puisque ça n'existait pas en France. Et c'est pour les JO que cette loi a été autorisée. Et donc, dans un même permis de construire, on avait l'autorisation de cette phase jeu et de cette phase héritage. Donc, c'est toujours un double regard sur ce projet. C'est 2 jeux de plans à chaque fois. Et donc, à chaque fois qu'on bouge quelque chose pour l'héritage, il fallait regarder l'impact pour les jeux et vice-versa. Donc, je vous disais, on est sur une mixité sociale, on est sur la totalité du parcours résidentiel, du plus social, avec un bâtiment qu'on a vendu à Adoma, 60 studios pour des logements, pour des personnes en difficulté, que ce soit des femmes battues, des personnes porteuses de handicap, avec du logement social plus classique, avec CDC Habitat. On a même un bâtiment en démembrement, du logement intermédiaire, bien sûr, une résidence étudiante, et puis du logement en accession. Et il y a également un immeuble de bureaux et des commerces et des activités en rez-de-chaussée, on y reviendra tout à l'heure. Tout ça organisé autour d'un cœur d'îlot paysager, on en parlera aussi tout à l'heure. Peut-être on parle d'héritage, donc j'ai parlé de la programmation, du produit, puisqu'on répondait à la charte Plaine Commune avec un certain confort de logement, des balcons, des matériaux, et donc tout ça convergeait en fait avec le cahier des charges et le CP2E, le cahier des prescriptions environnementales de la Solideo, donc ça tombait bien parce que tout ça convergeait. Et il y a une thématique que je voulais pas oublier aussi aujourd'hui, c'est le sujet de l'accessibilité universelle. On parle d'héritage, donc parce qu'on accueillait les athlètes paralympiques et c'était très important de prendre en compte le handicap, quel que soit le handicap, il fallait que tous les logements soient accessibles à tout type de handicap. On a poussé très très loin les curseurs de ce sujet de l'accessibilité universelle et ça c'est vraiment un héritage qu'on laisse parce qu'on sait que l'accessibilité universelle c'est pas que le handicap, c'est aussi les enfants, c'est aussi les personnes âgées, c'est aussi nous tous quand on se casse la jambe et voilà, on est très fiers de laisser ça en héritage aux habitants. Alors, je propose qu'on regarde quelques images. Hop. Si ça fonctionne. Ambassadeur d'une nouvelle manière de fabriquer la ville, notre projet vise des performances environnementales hors normes. Nous utiliserons des matériaux biosourcés et bas carbone pour limiter les émissions de CO2 pendant la construction. La structure en bois et les murs à ossature bois provenant à 100% de forêts gérées durablement permettront de séquestrer du carbone. Les 10% de matériaux de réemploi limiteront l'utilisation de nouveaux matériaux. Le travail autour du bois sera l'occasion de former les apprentis de la Seine-Saint-Denis à ces nouveaux métiers de la construction.
Pour faire de la ville une ressource tout au long de la vie du bâtiment, les énergies seront produites localement grâce aux panneaux solaires situés en toiture et sur un site agricole proche. Avec le bâtiment cycle, les quinconces recréent des circuits courts qui ont petit à petit disparu de nos vies, ceux de l'eau et des biodéchets. Avec près de 650 logements pour tous, de la famille à l'étudiant, les quinconces seront un quartier aux multiples visages, apte à couvrir l'ensemble du parcours résidentiel. Au centre de ce projet, une forêt apportera une qualité de vie extraordinaire dans la ville. Véritable abri pour la biodiversité, elle contribuera au rafraîchissement de la ville et deviendra un lieu d'apaisement pour les habitants. Alors, ce quartier du village olympique s'est développé sur une ancienne friche et l'enjeu était de renouveler le foncier en créant un quartier de ville exemplaire dans le cadre d'un chantier responsable. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce chantier ? Oui, tout à fait. Alors, je suis toujours émue en fait quand je vois cette petite vidéo parce qu'en fait, c'est la vidéo qui nous a permis de gagner le concours. Et en fait, je suis tellement fière aujourd'hui que toutes les promesses ont été tenues et qu'aujourd'hui, c'est presque, enfin, les images, vous allez voir, il y a une autre photo derrière, c'est encore mieux que ce qu'on avait promis. Voilà, je suis assez fière de ça. Alors sur le chantier responsable, oui, parce que un des enjeux, c'était le sujet du bilan carbone. Il fallait qu'on réduise par 2 l'empreinte carbone de notre opération par rapport à un chantier classique. Et donc ça a été sans doute, quand moi je suis arrivée sur le projet et que j'ai vu cet objectif carbone, un des objectifs, parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient très ambitieux et qui nous semblaient difficiles à atteindre, mais le sujet du bilan carbone était extrêmement structurant, puisque ça voulait dire aussi que dès la conception, il fallait qu'on intègre cet objectif carbone dans nos modes constructifs, dans la conception, et donc c'est un travail très en amont avant d'arriver sur le chantier. Donc on voit d'ailleurs sur cette photo du chantier où on a construit beaucoup en bois, puisque finalement un des moyens d'atteindre cette ambition carbone, c'est de construire en bois, et donc la moitié de nos bâtiments, ce qu'on appelle les bâtiments les plus bas, qui font quand même 6 étages, sont en structure bois, poteau-poutre et plancher bois, comme on le voit sur la photo. Et les autres bâtiments qui étaient plus hauts sont en béton bas carbone. Et l'ensemble de nos bâtiments ont une façade ossature bois. Bon, ça peut paraître simple. En fait, c'est compliqué, parce que c'est compliqué de construire en bois en France, parce que la réglementation, tout est fait pour construire en béton. Et dès que vous construisez en bois, vous vous confrontez à tout un tas d'obstacles. Donc, je vous passe les détails, parce que ça va être trop long. Mais on a dû obtenir des autorisations, ce qu'on appelle des ATEX, des autorisations d'expérimenter pour poser les matériaux de façade. On a dû obtenir aussi des innovations pour pouvoir intégrer les bacs à douche sur les planchers bois, toujours pour ce sujet d'accessibilité universelle. Enfin voilà, je ne vais pas dire que ça a été un parcours du combattant parce que ça a été un plaisir, mais par contre, c'était pas simple et on a eu beaucoup d'obstacles à franchir. Ce béton bas carbone, nous, on a fait le choix aussi de le fabriquer sur place, c'est-à-dire que plutôt que de faire venir tout un tas de camions, puisque vous imaginez la taille du chantier avec des flux de camions absolument phénoménaux, nos entreprises avaient fait le choix d'installer des centrales à béton bas carbone sur le chantier, ce qui permettait d'éviter notamment ce flux de camions. On a eu recours aussi au transport fluvial, puisqu'on est le long de la Seine, et donc pareil, c'était une obligation de la Solideo, mais c'était surtout une formidable opportunité de travailler sur ce sujet du transport fluvial, qui, pareil, paraît simple, mais c'est très compliqué. Et donc, on a évacué quasiment toutes nos terres, celles qui n'étaient pas polluées. On les a évacuées par barge. Et on a fait des expérimentations d'approvisionnement également par barge. Donc, certaines entreprises, puisque c'est ça aussi qui était chouette dans ce projet, c'est qu'on s'autorisait à expérimenter, même si on n'avait pas beaucoup de temps. Et donc, nos entreprises et les sous-traitants de nos entreprises ont fait aussi des tentatives d'approvisionnement par voie fluviale. Donc ça, c'était assez intéressant. Et puis peut-être une dernière thématique sur le sujet de la construction bas carbone, c'est le sujet du réemploi et le sujet de la circularité des ressources. Ça nous a beaucoup intéressés aussi. Toujours pareil, parce qu'on avait des objectifs, mais du coup, on est allé challenger ça. Il fallait que 10% des matériaux en masse soient des matériaux réemployés et 75% de ce qu'on allait démonter des installations provisoires pour les athlètes devait être réemployé. Exemple, les cloisons, puisqu'on a dû rajouter des cloisons provisoires pour créer des chambres supplémentaires pour loger les 15 000 athlètes à l'échelle du village. Quand vous cassez une cloison, vous êtes obligé de la mettre à la poubelle. Donc là, il fallait trouver un système de cloisons qui pouvait être démonté proprement pour pouvoir être réutilisé. Et c'est là où Saint-Gobain s'est positionné. Donc, on voit aussi sur cette opération qu'à la fois, c'est des grands industriels qui ont vu des opportunités et qui se sont positionnés. Et j'ai plein d'autres exemples de petites start-up, de sociétés de l'ESS, d'artisans du territoire qui se sont aussi mobilisés. Et c'est vraiment l'ensemble qui fait qu'on a réussi à faire ce qu'on a réussi à faire. Et sur le réemploi, donc l'exemple des cloisons, le mobilier de jardin est en réemploi. On a un mur en gabion où en fait on a mis dedans, au lieu de mettre des grosses pierres, vous voyez ce que c'est les murs en gabion, c'est les mailles métalliques. En général, dedans il y a des grosses pierres. On s'était dit on va aller chercher
des pierres d'un bâtiment qu'on va démonter. Et puis finalement, quand on a visité l'usine qui fabriquait nos céramiques de façade, qui est une petite usine française près d'Angers, qui s'appelle Réry-Montrieux, et j'en parle parce que c'est vraiment une très très belle histoire. Quand on a visité l'usine et qu'on a vu ces chutes de céramique, c'était très beau, parce que c'était plein de couleurs, et on s'est dit, c'est ça qu'on va mettre dans notre mur en gabion, mur en réemploi. Voilà, c'est plein de petites initiatives, plein de petites innovations. C'est ça aussi l'héritage qu'on laisse. Et la circularité de la ressource, on va en parler aussi avec le bâtiment cycle, c'est une thématique qui nous a beaucoup animés. Alors c'est effectivement un village des athlètes performant sur le plan environnemental et énergétique, mais c'est aussi l'idée de créer un lieu de vie pour les futurs habitants du quartier. Oui, alors il y avait le carbone, il y a aussi le confort thermique. Donc le confort thermique, il y avait 2 objectifs. Il y avait le climat 2050 avec la Solideo qui avait commandé à Météo France des fichiers météo caniculaires de 2050. Ça, c'est hyper nouveau parce qu'aujourd'hui, la RE 2020, la réglementation RE 2020, pour ceux qui connaissent, elle prend des fichiers météo, je crois que c'est 2017. Donc, c'était intéressant de se projeter vraiment en 2050 en climat caniculaire et de se dire comment on va travailler nos bâtiments, comment on va concevoir nos bâtiments pour que ces logements soient encore confortables en 2050 quand on aura le climat de Séville. Et puis, la deuxième contrainte, c'était les Jeux Olympiques, les athlètes et tout ça sans mettre la climatisation. Et on sait que les athlètes américains ou brésiliens, alors au final, ils ont quand même mis la climatisation, mais vraiment on n'y est pour rien parce qu'on avait prouvé par A plus B que c'était performant sans la climatisation. Et du coup, il y avait ce confort des athlètes. Donc on avait aussi le regard de Paris 2024 qui nous a beaucoup challengé pour conserver. On devait préserver un certain nombre d'inconforts dans la journée, avoir des écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur. Bon, voilà. Donc avec toutes ces contraintes, on a d'abord positionné les bâtiments. Et le fait qu'ils soient en quinconce, notre opération s'appelle les quinconces, mais ça contribue à faire circuler l'air, à avoir des vues dégagées, à créer de l'ombre. Vous voyez qu'on a beaucoup de balcons, on voit sur cette image les balcons, les brises-soleil. Donc tout ça fait de l'ombre et protège les logements du soleil. La dimension des vitrages, le choix des matériaux, des isolants. Tout ça, c'est ce qu'on appelle une conception bioclimatique. Le fait que les appartements sont toujours traversants ou au moins en 2 côtés, ça permet de créer des courants d'air. Donc avec cette conception, on atteignait les objectifs qui avaient été fixés. Et en plus de ça, la Solideo, au début du projet, a décidé d'apporter également du rafraîchissement par la centrale géothermique qui a été construite pour l'ensemble du village. Et donc, par le sol, on apporte en plus du rafraîchissement. Et donc, ça permet d'offrir un confort pour nos habitants qui, on l'espère, sera encore le cas en 2050 en climat caniculaire. Et vous nous avez parlé du bâtiment cycle, alors de quoi s'agit-il ? Voilà, alors je vais peut-être finir par ça parce que donc, le récit est tellement long que je pourrais parler pendant des heures, mais le bâtiment cycle, c'est sans doute l'innovation la plus innovante, la plus poussée, et on a été extrêmement poussé par la Solideo. Alors je regarde toujours Michele parce que c'est la Solideo. Parce que dans le cahier des charges de réponse à concours, il fallait que chaque groupement porte une innovation. Et donc nous, on avait déjà l'idée de se dire on va travailler sur un bâtiment 0 déchet. On voudrait un bâtiment qui fonctionne de lui-même, qui soit autonome, qui à terme pourrait ne pas avoir besoin de se raccorder aux égouts. C'est notre fameux bâtiment cycle. Et donc, on est passé plusieurs fois devant le comité innovation qui nous a énormément challengé pour que ce soit vraiment innovant, qu'on aille vraiment jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire, à tel point que quand on tapait à la porte de l'ARS ou du ministère de la Santé, on nous disait « Oula, non, mais c'est beaucoup trop innovant ». Et donc, ça a été là aussi un peu le parcours du combattant. Et heureusement, c'est finalement un organisme qui s'appelle France Expérimentation, qui est une organisation interministérielle et qui permet en France de faire pousser les innovations et de réunir les différents ministères qui parfois ont des intérêts divergents. Vous imaginez qu'entre la santé et la transition écologique, ils n'étaient pas forcément d'accord. Et donc, on est allé assez loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce bâtiment cycle ? Ça veut dire qu'on réutilise tous les déchets, que chaque déchet est une ressource. Donc, ça commence par la cuvette de toilette qui, à la source, sépare les urines et les matières fécales. Les urines sont récupérées dans des cuves au sous-sol et sont ramassées par une start-up qui s'appelle Toupie Organics, qui est une start-up bordelaise, qui vient ramasser les urines et qui les transforme en engrais, en biostimulants agricoles. Et c'est une start-up qui est en pleine expansion, qui récupère beaucoup d'urine dans les stations essence, dans les festivals. Et ça, c'est un des avenirs de l'engrais agricole naturel. Ensuite, les matières fécales, elles vont dans une cuve au sous-sol et sont transformées en compost. Et puis, il y a tout le sujet des eaux usées, parce qu'on sait que la ressource en eau, elle va s'épuiser, que dans quelques années, c'est déjà, mais ça va l'être de plus en plus, un enjeu. Et donc,
pourquoi dans les WC on devrait avoir de l'eau potable dans les chasses d'eau? Pourquoi pour arroser les espaces verts on utilise encore l'eau potable? Donc nous on s'est dit on va réutiliser les eaux usées du bâtiment, et donc là c'est un système, c'est comme une mini station d'épuration au sous-sol de notre bâtiment. Là c'est une start-up qui s'appelle Nereus. Donc je vous disais tout à l'heure, on travaillait aussi bien avec Saint-Gobain qu'avec les start-up, et il y a plein de start-up en France qui portent des innovations vraiment intéressantes, et Nereus transforme les eaux usées en eau propre. On ne parle pas d'eau potable parce qu'on n'en est pas là, c'est pas autorisé, mais l'eau est tellement propre qu'elle pourrait être potable, et cette eau propre elle est réinjectée dans les WC, dans l'arrosage des espaces extérieurs et dans les lave-linges. Et pour obtenir les lave-linges, c'est pareil, ça n'a pas été simple, mais par contre là où on est fier, c'est que ça a fait évoluer la réglementation, et aujourd'hui la réglementation elle l'autorise, comme tout ce qu'on a pu faire sur les innovations sur la construction bois. Ça on le laisse à la filière, on ne le fait pas que pour nous ICAD, c'est la filière et c'est la France entière qui va en profiter. Donc il y a ça, et puis le dernier déchet c'est les biodéchets. Donc là, on a un électrocomposteur au sous-sol aussi de notre bâtiment. C'est un très gros électrocomposteur. Et là, au-delà de l'échelle de ce bâtiment, donc le bâtiment cycle dont je vous parle, on ne le voit pas très bien. Il est sur la droite. C'est un des bâtiments. C'est le 1, 2, 3. C'est le 4e bâtiment sur la droite. On ne le voit pas très bien. C'est un bâtiment comme un autre de l'extérieur. Et les biodéchets, eux, au pied de chacun des bâtiments, on a mis des petits locaux biodéchets pour que les gens mettent leurs biodéchets dans ce local, et les biodéchets seront ramassés, mis dans l'électrocomposteur et transformés en compost. Donc on voit bien qu'on est dans la circularité de la ressource, on voit bien qu'on est aussi sur une évolution des modes de vie pour les habitants, et on est conscient qu'il va y avoir aussi un accompagnement pédagogique à faire. Et la bonne nouvelle, c'est que comme c'est beaucoup CDC Habitat qui est propriétaire de ces bâtiments, qu'on est la Banque des Territoires, qu'on est la Caisse des dépôts et qu'on s'inscrit dans la durée, on n'est pas juste un promoteur et on ne fait pas un coup et on s'en va. Nous, on sait qu'on va rester longtemps, et du coup, on va pouvoir, et notamment à travers l'écolab dont parlera Ludovic tout à l'heure. L'écolab, c'est un lieu au rez-de-chaussée de ce bâtiment qu'on veut un lieu justement pédagogique pour apprendre aux habitants ces nouveaux gestes, pour travailler aussi sur le sujet de la biodiversité, parce que j'en ai pas parlé, mais on le voit là sur le cœur d'îlot. On est allé loin aussi sur les enjeux de biodiversité, et donc on veut aussi créer des lieux, et ça en concertation avec le territoire. Et c'est d'ailleurs ici même qu'on avait fait un atelier il y a quelques mois avec Pleine Commune, avec la ville, avec tous les acteurs, pour se dire comment ensemble on va faire de ce lieu un lieu utile pour le territoire, au-delà de l'échelle de notre propre secteur, pour faire évoluer les habitudes des habitants sur tous ces sujets de transition écologique. Merci beaucoup Florence. Alors effectivement, à côté de ce nouveau quartier, dans ce contexte, des initiatives étaient déjà à l'œuvre. Je le disais tout à l'heure, nous on suit les travaux de l'IRI depuis plusieurs années sur la vie locale, sur l'économie contributive, et finalement ces dynamiques qui étaient déjà à l'œuvre, elles ont été finalement renforcées par un appel à projet de la Solidéo qui s'appelle Smart Citizen, et qui ont permis d'aller plus loin et d'essayer de voir comment on pouvait déjà créer cette dynamique de l'héritage immatériel en s'appuyant notamment sur le quotidien des habitants et en favorisant les bonnes pratiques et vers une transition écologique du territoire. Alors, Vincent Loubière, Vincent et puis Théo, est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérimentation, cette expérience qui a abouti aujourd'hui à la création d'une structure et d'une nouvelle initiative? Bonjour. Alors, effectivement, donc Odyssée a été mandataire du groupement qui a porté, donc on a conçu une approche vraiment avec ce prisme de l'urbanisme et avec ce prisme territorial qu'on porte dans notre pratique. Et le point de départ de notre réponse à l'appel à projet Smart Citizen, ça a été une question qui me vient de mon mentor, André Lorty, qui est professeur d'urbanisme donc à l'université à Paris. La question, c'est de quoi l'urbanisme est-il le projet ? Et c'est une question qu'on doit sans cesse se poser sur l'ensemble des choses qui nous arrivent dans la vie. De quoi est-ce le projet ? Et derrière cette question, André pose une autre question, notamment au sujet de la Smart City. Il dit, et donc de quoi la Smart City est-elle le projet ? Quel est le projet derrière la Smart City ? Quel est le projet derrière le Smart ? Et donc là, si vous lisez un petit peu ou si vous vous renseignez sur le sujet, et on l'a vu émerger récemment avec les histoires de X, les histoires de Donald Trump et de son ami Elon Musk, on commence à toucher de manière beaucoup plus tangible quel est le projet des plateformes et du Smart. Donc la Solidéo, l'État, les Jeux Olympiques qui nous interrogent sur Smart Citizen, ça a été l'occasion pour nous de poser cette question et de dire qu'est-ce qu'on veut faire de la ville intelligente de demain. Et donc la proposition et le projet qu'on porte, c'est celui de la transformation écologique des territoires. Voilà le projet.
Et donc, pour répondre à cette ambition, pour répondre à ce projet-là, on n'est pas parti les mains vides. On a regardé, on a observé, on a lu les sondages, on est allé enquêter auprès des habitants et se poser la question, ok, cette transition, cette transformation écologique qui est nécessaire aujourd'hui, est-ce qu'elle se fait, est-ce qu'elle ne se fait pas, et si elle ne se fait pas, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Les collectivités sont à l'œuvre, les plans sont à l'œuvre, les objectifs sont posés, on est au clair là-dessus, et malgré le travail des collectivités et des acteurs de territoire, on a l'impression que ça ne bouge pas, ou pas assez vite et pas assez largement. Et la réalité, quand on regarde les sondages, Obsoco, Elab, et même le sondage qui a été publié sur le LinkedIn du comité éco récemment, mais on se rend compte que, les gens, ils sont chauds, ils comprennent qu'il y a un problème, ils sont tous très conscients, 70% de la population est vraiment très consciente et très concernée et souhaite que ça change, vraiment, on parle de changement, mais il y a des injonctions qui sont un petit peu conflictuelles. Les habitants, ils sont pris entre le réalisme du problème et le pragmatisme de leur vie de tous les jours. Ils sont pris aussi avec le fait que les messages qui leur arrivent du haut, ils ne savent pas trop comment, dans ma vie de tous les jours, ça va se concrétiser, comment je vais le faire, où c'est que je peux aller pour être aidé, pour faire la transition écologique. Il y a un problème aussi structurel sur les territoires, l'atomisation et la démultiplication des choses vertueuses qui existent et qui ne sont pas forcément accessibles dans un quotidien qui est très accéléré, très rapide, fait de contraintes. Quand vous êtes une famille avec des enfants, papa, maman, vous avez 1 milliard de choses à gérer et vous n'êtes pas capable forcément de palper, d'appréhender tout ce qui se passe de bien sur votre territoire. Et il y a une perspective aussi indésirable qui est le cœur, le nœud central, perte de pouvoir d'achat, perte de qualité de vie, perte d'économie pour les entreprises. Et donc l'ensemble de ces enjeux-là, on les a capturés et on a porté une proposition qui questionne la Smart City, qui porte un projet de transformation écologique. Et l'élément de réponse qu'on a essayé d'amener avec le projet éco-citoyen, c'est faire réseau pour renforcer les alternatives écologiques qui existent d'ores et déjà et leur permettre de passer le plafond de verre qui va les aider à transformer le régime du système territorial. Voilà en gros ce qu'on essaie de faire. Alors Théo, est-ce que tu peux nous présenter ce fameux projet ? Oui, bien sûr. D'abord dire que ce projet, il a pris son empreinte donc sur Plaine Commune, qui est un territoire particulièrement pionnier sur ces éléments de coopération et de déploiement de l'économie sociale et solidaire. Et je dirais, pour faire écho à ce que disait Vincent, l'élément porteur d'espoir qu'on essaie de toucher au travers du projet, c'est celui de dire qu'on ne part pas d'une feuille blanche quand on parle de l'économie de demain ou quand on parle de transition, puisque les territoires comptent déjà énormément en fait, d'initiatives. Quelques éléments comme ça de chiffres. Sur Plaine Commune, c'est plus de 3000 associations qui existent. 7000 associations et 3000 structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, il y a ce foisonnement-là, il y a cette richesse. Et l'économie de demain, en fait, elle est déjà là. Simplement, ça, c'est des choses qu'on peut d'ailleurs toucher du doigt quand on va se balader à un forum des associations à une journée de l'ESS. Mais le reste du temps, comment est-ce qu'on arrive à interagir, à accéder avec ce fourmillement d'initiatives ? Et donc, le sens du projet ECO, puis je laisserai peut-être Vincent rentrer un petit peu plus en détail sur les outils. Mais c'est donc de constituer un réseau, le réseau ECO, donc un réseau d'acteurs engagés qui facilite la transition écologique au quotidien. Et finalement, l'élément innovant qu'on apporte à travers notre démarche, et là aussi pour faire écho avec un frein, c'est de dire... On est parti en fait sur l'ensemble des actions écologiques qui font consensus aujourd'hui. On a fait l'état de la littérature, de l'ADEME, CEREMA, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une action écologique ? On a regardé les grandes typologies d'actions qui sont applicables aux particuliers comme aux professionnels. Donc manger plus végétarien, la mobilité douce, l'achat en seconde main, etc. Mais effectivement, la question qui se pose derrière, c'est concrètement comment ça marche au quotidien, qui peut m'y faciliter. Et l'innovation qu'on amène, c'est cet enjeu de la territorialisation de l'action écologique.
qu'on amène en mobilisant à cet effet le numérique à travers notamment un algorithme de territorialisation qui permet de mettre en avant en fait l'ensemble des acteurs qui peuvent faciliter au travers des produits, au travers des services, au travers des événements qu'ils proposent l'action écologique au quotidien. Et donc c'est de digérer ce foisonnement-là d'initiatives et de le restituer de manière intelligible et accessible au travers de recommandations d'actions accessibles via une plateforme, la carte éco, à l'habitant au quotidien pour l'orienter. Et donc pour que ces recommandations qui soient données ne raidissent pas parce qu'on a une injonction mais on ne sait pas comment la concrétiser, mais au contraire que ça galvanise parce que c'est une manière de découvrir autrement mon territoire tel qu'il est aujourd'hui. Et bien sûr, il doit aussi évoluer, mais tel qu'il est aujourd'hui. Ça, j'insiste là-dessus parce que tous les habitants, on l'a senti, comme les acteurs professionnels, sont attachés à leur territoire et donc de valoriser l'existant, c'est un élément qui est positif. Donc voilà un peu les premiers éléments, puis peut-être après on aura l'occasion d'approfondir sur nos outils. Alors effectivement, vous avez créé une association et puis le comité éco et puis deux outils essentiels. Alors comment ça marche ? Alors, ouais, et donc dans la démarche, elle est fondamentale. Quand on a répondu à l'appel à projet, on a fait un petit peu une réponse, une valse à 3 pas. Donc, le premier pas de cette valse, ce premier pas de côté qu'on a amené, c'est l'approche métabolique. Donc, on parle beaucoup de métabolisme territorial, c'est souvent des approches technicistes, et nous, on a voulu ouvrir la boîte noire du métabolisme, sortir de juste ce qui rentre et ce qui sort, et se demander, OK, c'est quoi le métabolisme ? Et donc, ce réseau qu'on essaye de tisser avec le comité éco, c'est ça, ce métabolisme territorial. Donc, on fait un pas de côté, et on ramène vraiment cette notion de métabolisme au centre du sujet, et on le voit comme un réseau d'acteurs, un réseau d'alternatives écologiques qui existent, qui foisonnent. Et là-dessus, il y a des travaux vraiment passionnant de Léa Billen, de l'Université de Nanterre, qui a travaillé sur l'écologie populaire et sur ces questions de l'écologie au quotidien, et parle du tissu qu'il faut arriver à rassembler, connecter et aider à faire passer à l'échelle. Donc premier pas de côté par rapport à l'appel Smart Citizen, ça a été ça. Le deuxième pas de notre valse, ça a été de proposer une démarche, une règle du jeu un peu différente, qui permettent en fait de stimuler l'ensemble des acteurs pour venir en soutien de ces niches écologiques, de ces alternatives écologiques, et de les aider tous ensemble à se soutenir mutuellement, habitants, commerçants, entreprises, et à faire émerger ces alternatives comme en fait le modèle dominant et qui va transformer le territoire. Donc c'est ça la deuxième étape de notre travail, ça a été de proposer une autre façon de faire tourner ce métabolisme et cette écologie territoriale. L'écologie territoriale étant une démarche opérationnelle qu'on a mis au point et qu'on déploie aujourd'hui avec le comité éco. On a créé des emplois, on a créé des façons de faire, des métiers qu'aujourd'hui on est capable de disséminer, que n'importe quel territoire peut s'approprier. Donc ces règles du jeu, elles sont expliquées un petit peu ici. C'est comment on traduit au quotidien des actions écologiques qui peuvent paraître un petit peu hors sol pour le quotidien des gens et des entreprises, des habitants et des entreprises. Et on les traduit au quotidien en ressources, en événements, en produits, en services qui sont déjà là, qui sont juste à côté. Et si vous allez les utiliser, si vous y contribuez, participez, en fait, vous faites de l'action écologique qui a un effet en cascade sur toute l'économie. Donc cette règle du jeu, on l'a mise sur papier, on l'a mise en mouvement sur le territoire. Et le troisième pas de côté de notre valse, ça a été de se saisir de l'outil numérique, pas uniquement de l'application, mais vraiment des stratégies de plateforme. Des plateformes numériques, des GAFA, qui sont des machines à stimuler de l'innovation, à révéler des niches et à leur faire prendre une ampleur gigantesque dans nos sociétés. Et donc cette puissance-là, qui est utilisée par Zuckerberg, par Trump ou par d'autres, pour leur finalité à eux, nous, on l'a détricotée et on l'a reconstruit au travers de la carte éco, au travers de l'application éco, comme une plateforme numérique qui va stimuler ce jeu-là sur le territoire. Et voilà à peu près ce qu'on a fait. Très bien. Alors là, on a une petite photo de cette application. Est-ce que vous voulez nous en dire encore quelques mots ?
Oui, donc la face émergée de l'iceberg, c'est cette application-là, la carte éco. Donc, au fond, on peut le voir comme on le voit là, un peu comme une sorte de Google Maps de l'écologie, c'est-à-dire que au centre de cette application, il y a un explorateur qui permet d'identifier autour de soi les acteurs engagés du territoire, donc les acteurs qui facilitent la transition au quotidien. Chacun a adossé un système de vitrine qui permet de mettre en avant les produits, les services, les événements qu'ils proposent, avec cette orientation-là comme on le disait, de produits, services, événements qui permettent de rendre tangibles et concrètes des actions écologiques. Et on se saisit donc de ces vitrines-là pour venir recommander, donc faire des recommandations d'actions avec des logiques de swipe, un peu, comme on voit aujourd'hui sur d'autres applications, qui permettent donc à des personnes, tu veux manger végétarien, bah tiens, regarde, tu as tel produit de tel restaurateur, intéressé par faire réparer ton vélo, bah ici il y a de la réparation à prix conscient, etc. Donc il y a cet aspect explorateur, des actions qui sont recommandées, et puis l'application Carte Éco peut permettre aussi d'utiliser le levier monétaire, puisque le sens c'est d'avoir un outil multifonction qui facilite le passage à l'action. Donc il y a le fait d'avoir des actions que je peux réaliser, que je peux valider, mais il y a le fait aussi de payer, de faire de l'acte du paiement un acte d'engagement. Et à ce titre-là, sur le territoire de Plaine Commune et pour le comité éco, qui est un des acteurs qui opère cette application qui a une portée plus large et qui a une vocation à être répliquée sur d'autres territoires, comité éco se saisit de cette application-là pour faire circuler une monnaie locale. Alors sans être trop long, hein, juste en dire deux mots. Vous expliquez un peu comment ça fonctionne. Ouais, une monnaie locale, on n'est pas les premiers à déployer ça. Donc ça existe en France depuis à peu près une dizaine d'années. En tout cas, ça a été consacré par la loi ESS de 2014. C'est un moyen de paiement qui a la même valeur que l'euro et qui s'échange contre de l'euro à un taux fixe. Un éco, c'est 1 euro, mais c'est 1 euro qui ne sort pas du territoire de Plaine Commune. Autrement dit, c'est un moyen de paiement qui va pouvoir être utilisé et relier un ensemble d'acteurs fédérés par l'association qui gère cette monnaie locale, donc chez nous, le comité éco. Et alors souvent les gens se posent la question de dire si ça a la même valeur que l'euro, si je peux le dépenser à des endroits où je peux dépenser l'euro, c'est quoi l'intérêt de cette chose-là ? Et depuis le début on parle d'un réseau et on parle de faire interagir ce réseau. Et comment est-ce qu'on fait interagir un réseau ? En le faisant échanger. Et aujourd'hui dans nos économies monétarisées, l'échange c'est aussi beaucoup un échange monétaire. Et donc l'euro, l'éco justement agit comme ce marqueur visible, ce marqueur palpable de qu'est-ce qui contribue à la transition. Et je peux vous dire que les gens, particuliers comme professionnels, dès qu'ils commencent à avoir quelques échos sur leur portefeuille, tout de suite, ils sont très concrètement incités à aller interagir avec d'autres sur le réseau. Donc voilà, ça c'est le principe de monnaie locale. Et l'innovation, ça a été l'utiliser non pas comme une fin en soi, mais comme un outil concret au service de cette démarche d'écologie territoriale. Et pour faire une parenthèse dans la parenthèse, l'autre innovation a été que cet éco, pour l'obtenir, c'est pas uniquement par du change avec de l'euro à 1 pour 1, mais je peux aussi le gagner. Et je peux le gagner en réalisant ce que dans notre jargon on appelle des éco-actions, qui sont des actions territorialisées. Et le but de ces éléments-là de gratification, c'est de faire toucher du doigt la valeur territoriale qui est créée par le fait que je m'engage, là on voit certains exemples, donner des vêtements à des associations, à des recycleries, participer à des ateliers de cuisine. En faisant ça, je soutiens des acteurs territoriaux qui participent de ces filières qu'on veut plus durables. Je crée de la valeur et donc j'ai un retour qui se manifeste là par un certain nombre d'échos et c'est pas tout à fait anecdotique puisque le comité éco s'est constitué un fonds de transition qui a été abondé et je les en remercie grâce à un financement de la Fondation de France à plus de 100 000 euros et qui vise à flécher ces dépenses-là vers la réalisation d'actions sur le territoire. Donc on va regarder quelques exemples en images. On a créé cet endroit pour offrir aux gens la possibilité de faire leurs courses en maximum 0 déchet et au plus local possible. Du coup, on a adhéré au comité éco, déjà d'une pour créer un lien avec toute notre clientèle et la ville de Saint-Ouen et les villes aux alentours de Saint-Ouen qui font partie de Plaine Commune et vraiment créer cette communauté par même notre moyen de paiement. La Petite Liberté a fait du bien vivre ensemble. On fait de l'aide alimentaire qui est un des plus gros postes. On essaie de s'entraider, tu vois. On va essayer d'animer un peu le quartier, je dirais pas tous les jours, mais on va essayer d'animer le plus possible. C'est bien, ça fait des partenaires, tous ensemble, les magasins, les associations. Si on veut que ça fonctionne, une ville, on est tous solidaires, on est une chaîne. Alors des petits ou des grands maillons,
mais il faut que la chaîne elle fasse le tour, qu'elle continue. On est des acteurs du lien social et de la transition écologique sur le territoire. On fait notamment travailler des personnes en insertion pour contribuer à embellir le quartier et de pouvoir en fait avoir ce réseau-là, créer un réseau en fait d'acteurs vertueux qui ont des activités vertueuses. C'est important à la fois pour cartographier et à la fois pour créer du lien avec typiquement des commerçants par exemple, comme il peut y en avoir dans le comité éco. La Bouquerie, c'est une librairie généraliste et indépendante. J'ai choisi de rejoindre le comité éco il y a plusieurs mois maintenant. Ça m'a permis de rencontrer de nouveaux fournisseurs, de pouvoir travailler avec des partenaires que je connaissais déjà et très probablement dans le futur avec la régie de quartier. Donc je trouve que c'est super pour le 93 et rejoignez le comité. Alors justement, vous en êtes à combien d'adhérents, puis quelles sont les prochaines étapes de votre projet, juste en quelques mots? Oui, donc sur les adhérents, aujourd'hui, on a à peu près 500 adhérents au comité éco, quand on combine donc particuliers professionnels. Adhérents, donc c'est des gens voilà, qui adhèrent à une structure comme ils adhèrent à une association et qui s'engagent à utiliser l'éco. Donc ça, c'est sur le volet adhérent. Et donc on a voilà, là-dedans à peu près une centaine de professionnels, ce qui est un peu notre motto, réconcilier écologie et économie en bas de chez vous. Sur 3 villes, quand vous commencez à avoir une centaine de commerces, d'associations, d'entreprises, vous commencez à remplir cet objectif que vous fixez. Et puis après, plus généralement, sur la carte éco, on compte à peu près 1 millier d'utilisateurs. Et peut-être, je laisserai Vincent dire un peu côté carte éco, côté Itac, ce que sont nos prochaines étapes. Ouais. Donc la monnaie qui est le révélateur des gens qui vous aident au quotidien. Le travail, la méthodologie de fond portée par le comité éco sur justement l'écologie territoriale, méthode qu'on va essayer d'essaimer un peu partout en France. Donc il y a des papiers académiques, il y a des papiers pédagogiques qui sont déjà publiés et rédigés, et on accompagne les acteurs là-dessus, des savoir-faire. La plateforme numérique, qui n'a aucun sens si elle ne se fait que localement. L'idée, c'est de casser les silos d'usage, casser les silos entre habitants, commerçants, entreprises, collectivités, casser les silos de données. Et donc la plateforme éco, elle est vraiment conçue comme une réinterprétation, une alternative écologique aux grands réseaux, aux grandes GAFA, mais pour animer une logique, pour animer un projet de transformation et pour se donner les moyens d'entraîner une IA réellement écologique. Donc entraîner de l'IA comme le font certains Californiens sur des données globales, vous allez faire que renforcer des comportements globaux. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de reconstruire une infrastructure complète de la donnée pour répondre aux enjeux du SGPE, des collectivités, de comment on accède aux données pour la planification écologique, comment on est plus fort, plus intelligent, plus impactant pour la planification écologique. Et donc, on se structure d'un réseau d'acteurs, de son infrastructure d'IA et de l'IA, qui ne vient pas remplacer et faire la place d'eux, mais qui vient, avec les petites ressources qu'on a, avec les maigres, avec les forces vives qu'on a, comment on démultiplie et on arrive à passer à l'échelle. Donc voilà ce qu'on fait. Donc Comité Éco, c'est le premier opérateur de ce réseau-là. Donc on signe de plus en plus d'opérateurs, et l'écosystème numérique que propose la carte éco, c'est un écosystème où tout un chacun en fait contribue à alimenter un mouvement, une spirale vertueuse. Les habitants, les commerçants, les petites et les grandes entreprises. Et on a inventé donc un modèle économique vertueux sur le territoire où les opérateurs coopèrent à la transition du territoire. Ça peut être des bailleurs, ça peut être des grandes entreprises du territoire qui ont la capacité de mener leur démarche de RSE, une démarche de RSE en fait qui vient alimenter l'économie, renforcer les alternatives écologiques et emballer le mouvement de transformation. Merci. Alors, juste pour conclure, parce qu'on va passer à la deuxième table ronde, une petite question. Direz-vous que la dynamique des JO, elle a finalement accéléré l'innovation au sein de vos projets? Peut-être Florence? Oui, alors bien sûr, 2 types d'innovations. Je dirais les innovations matérielles, celles dont on a parlé, qu'on va laisser, celles qui sont visibles, ces modes constructifs, ces nouveaux matériaux, voilà, tout ce qu'on va laisser sur le territoire. Et puis, sans doute des innovations immatérielles, et beaucoup, j'ai envie de dire, sur la manière de travailler, sur la manière d'appréhender des si gros projets, sur cette coopération qui s'est mise en place entre les différents acteurs, et ce changement de regard sur les thématiques qu'on a abordées, l'accessibilité universelle, la circularité des ressources. En tout cas, pour moi, promoteur, ça fait 25 ans que je suis promoteur. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est sûr. Et du coup, c'est une innovation dans la façon d'aborder ces projets et de construire la ville.
En ce qui nous concerne, effectivement, un des éléments quand même non négligeables, c'est que ce contexte olympique, au travers de la Solidéo, a permis l'éclosion de ce projet. Donc, je tenais à remercier aussi la Solidéo qui, à travers donc cet appel à projet initialement appelé Smart Citizen, a permis de catalyser notre innovation et de la faire naître. Et puis, plus généralement, ça a permis aussi de réfléchir sur cette notion d'héritage et, dans le cadre de la transition écologique, de réfléchir sur l'héritage sur les habitants, ce qui a amené les projecteurs à regarder un peu plus tard, quoi, et ce qui est le sens de la préparation de terrain qu'on permet là, quoi. Ouais, tout à fait. On va passer au deuxième temps de notre conférence. J'invite Vincent à me rejoindre. Merci Diane, bravo à nos intervenants et à ces très beaux projets sur lesquels nous allons revenir. Je vais demander à nos participants à la table ronde de me rejoindre. Et en même temps, je me permets de les présenter. Donc, Marilyn Filippi, qui est professeure d'économie à Bordeaux Sciences Agro et chercheuse associée à l'INRAE AgroParisTech de Paris-Saclay. Laurent Monet, donc Laurent est maire adjoint en charge de la transition écologique à Saint-Denis et aussi conseiller territorial de Plaine Commune. Notamment sur les sujets nature en ville, économie circulaire, PAT. On n'aura pas le temps de parler de toutes ces fonctions et ces casquettes, et espace public également. Mais ça fait partie de cette diversité aussi que le comité éco essaye de mettre en œuvre et de relier. Et enfin, Ludovic Valadier. Merci Ludovic d'être avec nous pour cette table ronde. Directeur régional adjoint Île-de-France de la Banque des Territoires. Alors, vous l'avez vu dans ces projets, il y a une caractéristique qui est quand même commune, c'est d'une part la contribution à la question de la transition écologique, mais aussi la participation des habitants, ce que nous, à l'IRI, on aime appeler la contribution. La contribution parce que c'est reconnaître aussi ce que les gens apportent, que ce soit dans leur temps, dans leur motivation, dans leur désir, et en quoi donc cette contribution va créer des filières, va recréer aussi une nouvelle économie et de nouvelles responsabilités, de nouvelles relations. Donc ces deux éléments qui sont caractéristiques de ces projets que vous venez de voir, comment est-ce qu'on peut en prendre soin? Comment est-ce qu'on va les cultiver à long terme? Parce qu'aujourd'hui, nous nous adressons aux collectivités. On essaie aussi de montrer combien ces projets sont intéressants, peuvent faire école. Comment est-ce que dans le futur ça peut se projeter? Trois questions qui m'intéressent particulièrement, qu'on va retrouver dans les questions que je vais adresser à chacun d'entre vous. Donc comment est-ce que cette coopération, cette contribution est apparue? Comment est-ce que à travers la question de la responsabilité territoriale de l'entreprise que travaille Marilyn, on peut essayer de mesurer un petit peu plus donc comment cette contribution des entreprises, ou dans le cadre de Laurent Monet, la contribution des habitants, des citoyens, comment est-ce qu'elle se mesure? Comment est-ce qu'on peut imaginer des indicateurs peut-être aussi de cette implication? Ce serait, je pense, intéressant pour les collectivités qui veulent mettre en œuvre ces projets. Et enfin, un dernier jeu de questions qui sera sur la reproductibilité, c'est-à-dire effectivement comment est-ce que ça peut faire école, qu'est-ce qui est singulier et qui restera finalement typique de la localité. C'est le terme que nous utilisons plutôt à l'IRI, parce que la localité, c'est pas forcément géographique, c'est aussi quelque chose qui est culturel, qui se construit. Mais voilà, comment est-ce que ça peut faire école, comment ça peut se reproduire. Alors je vais commencer avec Marilyn Filippi, avec ces projets qui se dessinent. Donc on a vu une nouvelle forme de territorialité, donc nous on aime dire de localité pour aller au-delà de l'aspect géographique. Mais finalement, on parle beaucoup de territoire aujourd'hui. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qu'est vraiment un territoire finalement, en tout cas dans votre vision de chercheur? Bon, merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de cette invitation et de ce temps d'échange tout à fait passionnant. On l'a vu sur la première table ronde. Alors, c'est vrai que la question du territoire, de la définition du territoire, c'est quelque chose de très complexe finalement,
à définir parce que ça fait l'objet de nombreuses recherches depuis très longtemps. Donc moi, je suis une économiste. Et effectivement, la prise en compte du territoire, elle a beaucoup questionné parce que pendant très longtemps, en fait, l'économie était considérée comme aspatiale. Alors c'est une première définition qui est importante et je pense que tout d'abord, peut-être essayons de dire ce que ce n'est pas. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas seulement un espace géographique, c'est pas seulement, il faut le distinguer de la localisation. Parce que finalement, derrière la définition de territoire, il y a la notion de processus, de co-construction, et que ce processus-là montre bien qu'on n'est pas sur quelque chose de figé. Donc une entreprise ou une collectivité peuvent avoir un espace attribué, mais un territoire, c'est pas non plus une définition administrative. Ce qui fait territoire, ça va être le fait de co-construire entre différentes parties prenantes. Et cette notion de processus, elle est très très importante parce qu'elle va mettre l'accent sur la façon dont les acteurs sur un espace vont pouvoir combiner, recombiner des ressources, créer des projets et s'inscrire dans un processus de co-construction. Alors ce qui est des fois perturbant, c'est qu'en fait, souvent on dit mais alors c'est quoi les frontières du territoire ? Ah ben là c'est plus difficile à identifier parce que c'est un processus qui est dynamique, qui va varier en fonction finalement des projets qui vont se tisser, qui vont se nouer par rapport aux acteurs, et donc qui est aussi évolutive. Et je dirais que nous, on utilise généralement une notion de proximité pour mettre en évidence que finalement, un territoire, ça va être la résultante d'une proximité géographique. Effectivement, on est bien localisé quelque part, c'est un espace, mais qui est activé notamment par une proximité organisée. Cette proximité organisée, elle va avoir une caractéristique, je pense, intéressante pour les débats qu'on a ce matin, à la fois sur le sentiment d'appartenance, c'est-à-dire qu'on se sent proche, on se sent participer à ce lieu-là, et une proximité, une logique de, je dirais, de similitude. On est de là, donc effectivement, on partage des codes, etc. Mais en même temps, ça souligne un fait qui est, on peut être ici et ailleurs en même temps. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que effectivement, je peux participer à la construction d'un territoire en Île-de-France, et pour autant, j'ai des activités en tant qu'entreprise, des clients, des partenaires qui sont dans d'autres espaces géographiques, et donc je vais quand même créer des liens. Et ce qui est intéressant dans la construction, dans la notion de territoire, c'est qu'on a également dans le processus le fait d'être ici et ailleurs, d'être à la fois membre, partie prenante de l'activation de ce territoire-là, et de le mettre en lien avec d'autres échelles. Alors concrètement, comment est-ce que pour un acteur, pour une entreprise, comment est-ce que ça peut prendre forme à travers ce que vous avez souvent appelé la responsabilité territoriale de l'entreprise ? Est-ce que la RTE, c'est aussi incarner et faire vivre ce processus de localité ? Ah oui, tout à fait. Avec la notion de responsabilité territoriale des entreprises, donc c'est un avis de la plateforme RSE en juillet 2018 qui avait travaillé cette notion-là. Nous, on l'a reprise pour identifier si c'était une notion vraiment à part entière, et on a d'ailleurs un programme de recherche sur cette question-là. Donc on l'a défini avec deux travails qu'on a mis en parallèle, un groupe de chercheurs et un groupe d'acteurs. Et on voit qu'en fait ça se répond très très bien. Les acteurs, ils se saisissent énormément et ils posent des questions tout à fait pertinentes sur comment j'appartiens à ce lieu, pourquoi je suis là, et la notion d'envie, la notion d'appartenance, elle est très très importante, elle est très forte. Alors, pour définir simplement les choses aussi, la responsabilité territoriale, telle qu'on l'a appréhendée, c'est un travailler en responsabilité et en collectif pour le bien commun. Donc là, dans la responsabilité territoriale, ce qu'on voit, et on pourra revenir peut-être sur les exemples de tout à l'heure qui sont tout à fait illustratifs de ce changement, on a un basculement de deux logiques. D'une part, on n'est pas sur de l'individuel, mais on est sur du collectif. Ce qui est important, c'est de voir comment les différentes parties prenantes d'un territoire, que ce soit des entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec ses valeurs, les associations, les entreprises, les fondations, comment ces entreprises-là, comment les entreprises conventionnelles, les collectivités, les citoyens travaillent ensemble
pour mettre en œuvre des processus de valorisation de la ressource, créer des ressources particulières. Et puis le deuxième changement de logique, c'est la façon finalement dont on va partir des besoins du territoire. Et c'est pour ça qu'on travaille sur le bien commun, c'est quels sont les besoins et comment on construit une offre. On le voit sur Territoire Zéro Chômeur, pour redonner de l'emploi à des personnes qui ont été sorties de l'emploi depuis longtemps, eh bien, on va travailler à partir des envies, des compétences. Et c'est ce changement de logique qui me semble tout à fait intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, on regarde le concret et on travaille à répondre aux défis. Et ça nous oblige à penser autrement les logiques d'action publique, par exemple, la façon dont les collectivités locales vont travailler sur le territoire, parce qu'on va partir des besoins. On va partir des besoins, ça veut dire ne pas penser en silo, mais travailler, co-construire des solutions. Chaque territoire est différent, et donc les acteurs vont être amenés à coopérer, à développer des logiques de coopération sur les territoires, de façon à répondre à ces besoins sans que ça soit de l'enfermement ou du localisme, au sens où on est basé sur un espace, mais plutôt dans une réponse aux grands défis. Merci beaucoup. Alors, Laurent Monet, cette forme de localité qui se construit en collaboration importante avec les collectivités territoriales, comment est-ce que vous l'avez perçue à travers le comité éco? Quelles ont été les difficultés aussi ou les atouts de départ du territoire? Sur quoi est-ce que finalement vous avez pu vous appuyer pour participer à ce projet qu'on vient de voir avec Théo et Vincent? Oui, alors bonjour à toutes et tous et merci pour l'invitation. Alors, pourquoi déjà Plaine Commune, qui n'était pas spécifiquement dans le dispositif initial, en tout cas un acteur du dispositif initial tel qu'imaginé par la Solideo, même si on était partie prenante notamment du jury. Pourquoi on s'est emparé finalement de cette solution, cette concrétisation de l'appel à projet lancé par la Solideo? En fait, à Plaine Commune, depuis le début de ce mandat, notamment dès 2020, les élus du territoire ont déclaré l'urgence climatique. C'est la première décision qui a été prise à cette époque-là, en 2020. C'est-à-dire depuis 4 ans environ, le territoire a bien sûr avancé, a retravaillé tout un tas de stratégies, de plans stratégiques autour des grands sujets, bien sûr. On a parlé du projet alimentaire territorial, les plans de mobilité, bien sûr, une stratégie énergétique, un PCAET évidemment, un PLUI qui est aussi en cours de révision. Tous ces grands plans, toutes ces stratégies, en fait, au service de cette ambition que je qualifierais d'environnementale, on va dire, en tout cas de réponse à l'urgence climatique, biodiversité également, et aussi d'adaptation de notre territoire à ces sujets-là. Donc on a le cadre dans lequel on souhaite agir au sein du territoire. Notre sujet, et ça depuis le début, et d'autant plus aujourd'hui, c'est comment on va plus vite sur ce sujet. Comment on va plus vite en tant que collectivité, bien entendu, mais aussi comment on emmène l'ensemble des habitants de notre territoire sur ces grandes transformations. Et en fait, c'est ce qui nous a intéressés dans la proposition. Et encore une fois, on était membre du jury, donc on a pu voir au fur et à mesure cette solution émerger, se construire. C'est ce qui nous a intéressés dans la proposition qui a été faite et qu'on a eu en présentation tout à l'heure. C'est ces différents aspects. Un, c'est la capacité de donner du pouvoir d'agir à nos habitants. Et ça, c'est un fondement, un principe de notre action publique sur le territoire de Plaine Commune. Comment je permets aux habitants de mon territoire et comme on l'a dit tout à l'heure, de finalement, alors que j'ai la volonté d'agir, ne pas être freiné
par tout un tas de difficultés liées à la méconnaissance parfois des acteurs qui sont là, aux capacités à faire, etc. Et comment finalement je soutiens en tant que collectivité tous ces habitants dans leur volonté d'agir. Ça, c'est la première chose. Après, ce qui nous a aussi particulièrement intéressé, c'est la logique de lien. Cette proposition, c'est une proposition de développement du lien social, économique, sur le territoire avec différentes propositions. On a vu la monnaie locale qui est un lien d'échange monétaire. On n'a pas évoqué, mais il y a aussi un lien autour de l'échange de ressources. Voilà. Et tous ces liens-là, la proposition qui a été faite permet de les activer plus rapidement et de les renforcer. Et enfin, ce qui était évidemment intéressant pour nous aussi dans la proposition, c'était ce caractère numérique. Vincent l'a évoqué tout à l'heure, mais aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a peu d'autres choses que les grandes plateformes numériques qui ont réussi à transformer nos sociétés aussi rapidement, et c'est ce dont on a besoin aujourd'hui, transformer notre société au bénéfice de justement une transformation environnementale. Donc c'est mettre ces plateformes numériques au service de la transformation environnementale de nos territoires. Donc tout ça, c'est ce qui nous a encouragés à nous associer finalement à ce dispositif qui, au fond, ne pouvait que se développer pleinement avec le soutien de la collectivité également. Alors, les atouts et les difficultés, c'est que, on l'a évoqué, le territoire de Plaine Commune, c'est un territoire qui déjà est en pleine transformation urbaine, on va dire, et depuis déjà quelques années. Mais en plus, ce projet, il est né de fait dans le projet olympique, mais le projet olympique pour Plaine Commune, c'est aussi beaucoup d'autres choses, et donc la collectivité elle-même, elle était quand même très occupée par tout un tas de sujets, et finalement un des freins qu'on a eu, mais qu'on a finalement quand même levé, c'était notre capacité à accompagner ce projet, à avoir les moyens pour le faire, quoi. Voilà. Et les atouts, ils ont aussi été évoqués. C'est d'abord une volonté forte de la collectivité, bien sûr, de ses agents, qui, malgré les charges de travail liées à l'ensemble des projets en cours, ont su trouver quand même de la place pour accompagner ce projet d'une part. Et puis, c'est aussi le tissu historique, qui là aussi a été évoqué tout à l'heure dans la présentation, le tissu historique d'acteurs sur notre territoire, notamment des acteurs engagés sur la transformation écologique, en particulier écologique et sociale. Voilà. Et ces acteurs-là, finalement, ils ont assez vite perçu la pertinence de la proposition, dans le sens où elle a accéléré, d'ailleurs ça a été, je pense, redit dans les témoignages des intervenants qu'on a eus, qui sont d'ailleurs pas tous de l'économie sociale et solidaire comme on l'exprime, mais c'est des commerces, qui ont perçu cet intérêt de renforcer les liens, favoriser la connaissance du territoire, la capacité à aller chercher tel ou tel acteur sur le territoire pour passer à l'action. Voilà. Et donc cette dynamique, dès les premières rencontres, dès les premiers échanges qu'on a pu engager avec les acteurs du territoire, elle a fonctionné. On a senti qu'il y avait une appétence pour aller vers un tel dispositif, même s'il y a aussi, il faut le dire clairement aussi, il y a aussi des craintes parfois sur l'usage du numérique, la manière dont on trace finalement tout ça. On y reviendra peut-être sur l'impact, mais donc, mais c'était ça aussi une des forces du projet, c'était de dire, notamment au travers de la gouvernance qui a été mise en place, on a parlé de l'association Comité Éco, l'idée c'était de dire, ces données-là, bien sûr, elles vont nous aider à construire nos politiques, à les renforcer, à accélérer la transformation, mais vous en êtes aussi vous êtes garant de l'usage, parce que vous êtes dans la gouvernance de l'association qui gouverne tout ça, et donc vous, en tant qu'habitant, vous savez et vous déciderez aussi
de ce qu'on fera de l'usage de ces données. Donc voilà, ça aussi c'était un atout de la solution qui était proposée, quoi. On reviendra effectivement sur cette mesure d'indicateurs ou de critères qui sont parfois qualitatifs. C'est ce qui était intéressant aussi dans la présentation de Vincent et Théo, c'est qu'on voit bien qu'il faut mesurer, mais il faut aussi qualifier. Et qualifier et permettre aux acteurs de se présenter de manière qualitative. Et c'est pas toujours calculable. Donc il y a du calculable et il y a de l'incalculable dans le comité éco. C'est tout à fait remarquable. Alors je vais m'adresser à Ludovic Valadier comme acteur engagé aussi sur ce territoire à travers la construction du village des athlètes qui a impliqué un grand nombre d'acteurs. Un groupement assez inédit, une ingénierie dont vous allez nous parler aussi, parce que je pense que ça fait partie aussi déjà un peu de la question de la reproductibilité. C'est finalement cette capacité à monter des projets un peu inhabituels ou qui sortent un peu des cadres. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous en faire un peu le récit, voir comment vous êtes arrivé finalement à monter ce type de projet? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je vais volontairement faire un petit retour en arrière. Je ne vais pas trop vous parler en premier lieu de la contribution des habitants ou du territoire, mais plutôt de la contribution des habitants du groupe Caisse des dépôts. Parce que quand vous êtes un groupe qui s'appelle Caisse des dépôts et que vous avez des métiers qui passent du conseil, de l'immobilier au transport jusqu'à la banque, c'est pas forcément très facile de faire travailler ces habitants entre eux. Et en fait, notre directeur général, Éric Lombard, quand il a pris son mandat, il a développé une idée qui était l'idée de développer des nouveaux projets de vision groupe ou de synergie groupe. Et en fait, la candidature pour faire le village des athlètes a été une de ses premières réalisations. Alors, Florence l'a très, très bien détaillé tout à l'heure sur le chantier. Moi, je reviendrai sur deux aspects. En quoi ça a été particulier? D'abord, on a assemblé pour ce projet l'ensemble des composantes sachantes de l'immobilier. D'accord, le métier de l'immobilier, aujourd'hui, il y a le salon de CIMI qui rassemble les professionnels de l'immobilier porte-maillot. C'est un métier, un écosystème industriel très particulier. Et dans cet écosystème, on a fait travailler Aegis en conseil, très en amont, dans une moindre mesure CDC Biodiversité. On a fait travailler toute l'activité de promotion, bien sûr, avec ICAT Promotion, dans des sociétés de construction-vente qu'on monte dans le cadre de ces promotions, avec bien sûr CDC Habitat et Banque des Territoires comme co-actionnaires de ces sociétés. Et puis on a fait travailler aussi ces sociétés qui sont en capacité à porter des actifs sur le territoire sur du long terme, donc avec ICAT Foncière Tertiaire, le bailleur social CDC Habitat dans son rôle de porteur de logement social, mais aussi de logement libre, puisqu'il y a de tout, ça a été dit tout à l'heure sur ce village. Et bien sûr, la Banque des Territoires en tant qu'investisseur institutionnel. Ça, c'est vraiment la chaîne de l'immobilier. Deuxième métier, c'est finalement les aspects financiers. Je reviendrai à l'impact tout à l'heure, mais les aspects financiers, c'est important parce que dans ce dossier du village des athlètes, on a utilisé toute la boîte à outils possible sur la gamme des produits que les institutions financières peuvent déployer. C'est quoi? Dans les missions de conseil et d'études, c'est de l'ingénierie, donc c'est de la subvention. Dans les opérations d'investissement en promotion, c'est des fonds propres et des quasi-fonds propres à risque, sur des périodes assez courtes. Et puis, dans l'investissement institutionnel sur du long terme, c'est aussi l'investissement en fonds propres et quasi-fonds propres sur du long terme, qui peuvent emporter aussi de la dette. Et ça a été le cas notamment sur le village des athlètes, puisque comme c'est un quartier politique de la ville, il a pu faire l'objet d'une dette sur ressources livrées A du groupe Caisse des dépôts aussi. Donc vous voyez, la boîte à outils a été utilisée sur l'ensemble des gammes des produits de la finance. Et bien sûr, on a aussi utilisé nos partenaires financiers pour venir consolider d'autres éléments de la dette, parce que toute la dette n'est pas prise au groupe Caisse des dépôts. Des innovations, on en a parlé. Moi, j'en retiendrai deux quand même. C'est d'une part les innovations administratives. Dans un État hyper structuré administrativement, quand même avoir pu démontrer la capacité à faire un permis double État, c'est quand même un saut de haie, sans faire de parallèle avec les jeux, qui est particulier. C'est un coup double en fait.
Deuxième innovation, je la reprends aussi parce qu'elle est valable sur l'ensemble des lots du village. Finalement, on a fait un démonstrateur de confort d'été en période chaude, puisqu'en fait, on utilise la ressource géothermale de minime importance, c'est-à-dire la géothermie de surface en dessous de 200 mètres, entre 0 et 200 mètres, qui permet de rafraîchir l'été et réchauffer l'hiver, avec un bilan carbone qui est extrêmement faible. Sur l'enseignement, puisque cette table ronde, c'est un enseignement, je reviendrai une seconde sur le capital humain. Et j'ai en mémoire la conversation que j'ai eue avec Nicolas Ferrand au printemps, qui me disait, d'ailleurs il y a un de ses collaborateurs qui est dans la salle, il me disait j'organise un plan de licenciement. Il y a 6 mois, la Solidéo c'était 150 employés, aujourd'hui c'est 40. Et ces 90 qui sont partis, ils ont tous eu, grâce à cette expérience inédite sur leur vie, leur carrière, une employabilité absolument extraordinaire. D'ailleurs, Nicolas Ferrand est un bon exemple, puisqu'aujourd'hui, il porte le nucléaire du futur chez Orano. Mais voilà, cet enseignement, c'est du capital humain immatériel. C'est cette capacité à faire des projets complexes dans des configurations extrêmement tendues. Je ne vous parle pas du cahier des charges et de la contrainte temporelle. Je rajoute à cela un Covid en pleine période de construction, une crise énergétique et des conditions climatiques qui n'ont pas été terribles. Vous vous rappelez, quand on a dû arrêter les grues, etc., il pleut quand même pas mal en ce moment en Ile-de-France, et ben, c'était ça pendant 5 ans. Donc voilà, ce capital humain, il est très fort, et je pense que pour ses collaborateurs, pour le futur, c'est quelque chose, c'est un acquis pour le futur. Alors, on a parlé de responsabilité territoriale des entreprises. Comment ça s'est vécu finalement pour vous sur ce chantier? Quel a été un peu l'impact territorial que vous avez pu mesurer ou que vous pourriez relater à la suite de ce chantier? Voilà, l'impact, en fait, j'ai parlé de finances volontairement pour faire un peu un parallèle avec ce qui nous motive en premier. Ce qui motive en premier les sujets de la Banque des territoires, hein, qui est une banque d'intérêt général pour porter des projets pour la ville, c'est essentiellement, au-delà des aspects financiers qui doivent être sécurisés, c'est essentiellement l'impact. Sinon, on ne travaillerait pas sur ces sujets. Et il y a d'autres acteurs de la place qui seraient en capacité à le faire sur des outils purement financiers. L'impact pour nous, il est sur toutes ces dimensions, en fait. Hein. Il est bien sûr territorial, on équipe la ville de quelque chose, on transforme une friche industrielle en un nouveau quartier de ville avec une mixité de programmation. On a parlé du logement, on a parlé des commerces, on a parlé du bureau. Voilà, c'est cette mixité de programmation et d'usage, on y viendra tout à l'heure. L'impact environnemental, on l'a très bien décrit tout à l'heure sur l'ensemble du chantier, en phase construction, et en phase utilisation, puisqu'en fait c'est le cycle de vie d'un bâtiment qui est important, hein, son bilan énergétique, son bilan carbone, donc ça c'est absolument important. Et puis l'impact social, en phase construction, on l'a dit, c'est de l'insertion par l'emploi. Il y avait un cahier des charges qui a imposé 10%, mais il y a aussi l'implication des TPE et PME, et notamment les entreprises de l'ESS et ESUS, pour être force de proposition dans les prestations qui ont été prestées par les opérateurs, et il y avait un seuil de 25%. Social, environnemental, territorial, c'est clairement un enjeu pour nous. Ça sur la phase construction. Et sur la phase usage, on citera 2 exemples finalement et qui font écho avec la table ronde 1 et notamment le comité éco. Premier usage, c'est donc dans ce village, il y a des rez-de-chaussée qui vont être des socles, des commerces en fait, ou des lieux d'activité. Donc je donnerai 2 exemples. Donc l'Ecolab, qui a été cité tout à l'heure. Donc c'est un lieu, je dirais, qui est au pied du bâtiment Cycle, hein, en cœur de village, hein, qui sera exploité par CDC Habitat, et qui a pour mission vraiment d'abord de faire un démonstrateur vitrine, un lieu d'animation du démonstrateur qui est au-dessus finalement de ce rez-de-chaussée, pour valoriser les innovations technologiques et d'usage, mais aussi de proposer des services de proximité aux citoyens. Et d'ailleurs, l'initiative précédente, elle pourra très bien venir présenter son offre, et l'Ecolab en fera bien volontiers la promotion. Dans l'Ecolab, il y a aussi une promesse d'insertion sociale par l'emploi et de mobilisation d'acteurs industriels. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure dans la mobilisation des citoyens, c'est que le cahier des charges a fait l'objet d'un atelier
collaboratif avec les futurs usagers. Aujourd'hui, l'exploitant n'est pas encore sélectionné, mais la promesse est là, elle est écrite. Deuxième lieu d'usage, et qui est aussi un lieu de mémoire par rapport au jeu, finalement, c'est le fait de vouloir développer un lieu de mémoire du sport qui s'intitule le Social Sport Club. Donc celui-ci, il sera plutôt en front de scène, donc sur le bâtiment dit D1, donc on est devant la scène, et sur un espace assez grand de 1700 m². Donc ça sera un lieu dédié au sport, par l'inclusion et par l'éducation. L'idée est vraiment de faire une prolongation de la mémoire des jeux, mais avec quelque chose vraiment d'opérationnel pour le territoire. Et donc aujourd'hui, on discute avec un ancien champion olympique, champion du monde de boxe. Voilà. Puisqu'il en parle dans la presse, on peut dire que c'est Brahim Masloum, hein. Mais les choses ne sont pas encore complètement faites. Et autour de lui, des acteurs de grand nom, un énergéticien français de toutes les énergies et un équipementier sportif qui porte le nom de l'équipe, qui porte le nom de l'épreuve d'athlétisme, qui porte les 10 épreuves d'athlétisme, donc le décathlon, viendront en sponsor pour justement favoriser l'accès aux cours, parce que ce sera aussi un lieu d'éducation aux cours pour les jeunes qui seront en situation de difficulté. Donc insertion, sport, et aussi un enjeu de bien-être aussi, puisque c'est pas que le sport de compétition, il y aura des propositions de bien-être pour ce lieu. Voilà. Le temps passe, je vois, donc il va falloir passer à cette deuxième étape, donc un peu sur la question de la reproductibilité aussi, et puis de tirer le fruit de l'expérience. Donc Marilyn, vous aviez aussi, à travers les recherches que vous avez menées, quelques exemples de transition écologique et économique réussie. Comment est-ce que ça peut faire école finalement? Comment ça peut inspirer des territoires? Alors déjà, rien qu'avec les exemples entre la table 1 et ce qui vient d'être dit, on voit bien que c'est très inspirant parce qu'en fait, le territoire, c'est le lieu de l'engagement. C'est là où on va créer du lien social, c'est là où on va développer des écosystèmes vivants. Et en fait, l'idée de créer de la valeur territoriale partagée, ça permet de fédérer, ça permet de répondre aux différents besoins et de créer du bien commun. Alors, des expérimentations, il y en a beaucoup. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut associer économique, social et environnemental. Alors nous, dans les travaux qu'on a menés, bien sûr, que ce soit des entreprises comme par exemple des SIC qui se construisent pour garder des savoir-faire. Je pense notamment par exemple à Copébat dans une zone rurale où la mairie finalement demande la reprise de la scierie pour éviter qui est le dépôt de bilan et derrière la perte des savoir-faire et des emplois. En fait, on voit que on reprend une activité, mais cette activité-là, on la reprend dans une optique économique, ça c'est évident, mais aussi sociale et environnementale. Et à partir de là, reconstruire du lien, reconstruire des circuits courts, reconstruire la façon de maintenir autour des savoir-faire, ça permet effectivement de créer autrement, de répondre autrement aux besoins. Il y a eu beaucoup d'exemples. Je pense que par exemple aussi les monnaies locales, c'est effectivement assez emblématique de cette volonté de, sur un territoire, recréer une activité et repenser les différentes dynamiques qui vont se mettre autour de cette activité. Les projets d'alimentation territorialisée aussi sont très importants parce qu'on va chercher à remettre du sens à l'alimentation, à éduquer, à former. On va jouer sur la logistique, sur les circuits courts. Et je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est de chercher à concilier les intérêts de producteurs et de consommateurs, de ne pas les opposer en se disant effectivement, on a des problèmes d'alimentation, on n'a pas accès à une alimentation qu'on désire et c'est coûteux.
alors qu'on va remettre la faute sur des producteurs qui sont un peu dans cette situation-là. Donc, on voit beaucoup d'expérimentations sur le territoire, que ce soit pour la sécurité alimentaire territorialisée, toutes ces caisses, toutes ces innovations sociales montrent que en associant des collectivités territoriales, des entreprises et des citoyens, on peut trouver des réponses pour répondre aux besoins dans une logique de transition plus juste et plus souhaitable. Merci. Alors, Laurent Monet, je me tourne à nouveau vers toi. Tu as parlé de capacitation, enfin de pouvoir d'agir des habitants. On pourrait même parler, dans le langage de l'IRI, d'investissement au sens personnel. C'est-à-dire, pourquoi je vais m'investir dans mon territoire, mais on peut étendre ce terme d'ailleurs d'investissement aux investisseurs, aux entreprises, à tous les acteurs. Comment est-ce que pour Plaine Commune ça va faire boule de neige? Comment d'abord je crois il est prévu une extension à d'autres communes que les 3 qui sont actuellement dans l'expérimentation. Et au-delà de ça, quelle est la bonne échelle? Est-ce qu'on va pouvoir imaginer, donc au-delà de cette expérience, peut-être des liens avec d'autres territoires, la mise en réseau finalement des territoires contributifs, c'est un peu ça qui me questionne. Oui, en termes de déploiement, là, ça a été évoqué tout à l'heure, en fait, tout ce dispositif, il a été lancé officiellement, si on peut dire, en juin dernier, donc c'est tout jeune. Il a été lancé principalement sur les 3 centres-villes des 3 villes qui hébergent le village olympique, donc Saint-Ouen, qui a été évoqué tout à l'heure, Saint-Denis et l'île Saint-Denis. Je dirais qu'on a aussi besoin d'aller jusqu'au village olympique dès lors que les habitants le rejoindront. Il faut se rappeler que l'idée initiale, c'était aussi de dire comment, avec un village aussi vertueux, on l'a vu dans toutes les présentations, comment, avec un village aussi vertueux au plan de sa conception-construction, comment on fait pour que les habitants qui viennent sur le territoire s'en emparent et finalement s'en emparent aussi, eux, avec une volonté et un engagement ambitieux sur ces plans-là. Et donc, c'était une réponse à ça, comment on les aide à trouver les collabs à côté de chez eux, mais aussi peut-être le réparateur de vélo qui est un peu plus loin et le voisin qui veut prêter sa perceuse ou j'en sais rien. Voilà, donc comment on va accompagner tout ça? Donc ça, il faut attendre l'arrivée des premiers habitants qui est prévu pour septembre 2025. Donc ils seront évidemment les heureux utilisateurs, on l'espère, de cette solution. Ensuite, effectivement, d'ores et déjà, on l'a vu, il y a des commerces, des entreprises, des régies de quartier, des associations qui sont déjà rentrées dans le réseau, sur les 3 villes dont j'ai parlé. Et puis, bien sûr, l'idée, maintenant, c'est d'accompagner l'ensemble du territoire de Plaine Commune. Donc, Plaine Commune, c'est 9 villes, je ne les reprends pas ici, au nord de Paris. Donc voilà, et la force évidemment d'un outil comme celui-ci, c'est évidemment le nombre et l'effet boule de neige. Le démarrage d'un réseau, ça prend toujours un peu de temps évidemment, mais ce sur quoi on parie, c'est effectivement la bascule à un moment du nombre et de l'envie des uns et des autres à se brancher, à se connecter, à créer du lien au travers de la monnaie locale, au travers des ressources, au travers de la simple connaissance des acteurs présents. Et ensuite, effectivement, on ne voit pas ça non plus comme une logique de localisme ou en tout cas d'enfermement d'un réseau qui s'arrêterait à la frontière là, de Plaine Commune. Et le fond de la proposition qui a été faite, c'est évidemment d'être un réseau, on va dire au moins national, qui va relier. Nous, en fait, on est un territoire qui héberge un grand nombre d'entreprises. On a des salariés. Tous les jours, des grandes entreprises arrivent sur notre territoire. On a envie qu'ils utilisent ce dispositif quand ils sont sur notre territoire pour passer à l'action, s'emparer de nos politiques
politiques publiques locales, environnementales, etc. Se mettre au vélo, faire réparer leur vélo dans le réparateur local, manger végé dans le resto qui va bien dans le quartier, etc. Mais en même temps, le soir, très souvent, ils rentrent chez eux, quoi, hein. Donc ils sont sur un autre territoire où on peut imaginer exactement la même logique, la même envie d'agir pour son territoire localement, mais le soir, à d'autres moments, le week-end, etc. Donc il y a une logique de fond à ce que tous ces réseaux se relient, avec encore une fois la force du lien local, territorial, mais la force aussi du mouvement et du fait que chacun peut contribuer là où il est, au moment où il y est. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement qu'on arrive à donner envie à d'autres de se brancher sur ce réseau d'action vertueux, quoi. Et c'est l'objectif de notre présentation aujourd'hui. Alors Ludovic, pour terminer, votre vision de cette question de la reproductibilité, transférabilité, et peut-être quelques exemples que vous auriez à nous donner. Oui, volontiers. Alors, sur l'action groupe, ça marche très bien. En fait, on a fait la démonstration de la capacité à coopérer entre nos entités et on a beaucoup de dossiers, notamment avec ICAD, depuis le village des athlètes, hein, des data centers, des résidences étudiantes, et j'en passe. Ça, c'est vraiment démontré. Sur les innovations technologiques aussi. Et je dirais que ça, c'est le côté le plus facile. Je vais venir en conclusion au côté le plus difficile volontairement. Les innovations technologiques, j'ai parlé de géothermie. On a fait une piscine alimentée en géothermie, un hôtel alimenté en géothermie, un monument historique alimenté en géothermie cette année, en Ile-de-France. La construction bois, elle se généralise. L'arboretum a été livré. L'Aqua Boulevard sera rénové dans cet esprit-là. Et les concepts des chantiers bas carbone aussi, c'est le standard aujourd'hui. Tout ça est réplicable. Le plus dur, c'est retrouver cette passion autour d'un projet. Il y avait ce moteur émotionnel de, à la fois, livrer un village des athlètes et ensuite livrer un village pour la ville, en phase héritage. Donc, et je pense que ce moteur émotionnel, il a été aussi le cas pour la restauration de Notre-Dame de Paris. C'est un événement clé dans une vie. Et donc je pense qu'il faut se donner cette capacité à reproduire ces moteurs émotionnels, avec des dates clés, avec des événements clés. Il faut, et c'est pour ça que aujourd'hui, être ici, c'est très important de raconter le récit, en fait, pour être en capacité à le reproduire sur des événements plus petits, à l'échelle des petites collectivités. On peut avoir par exemple, on a parlé de l'Ecolab, on a parlé du Social Sport Club. Ça peut être des éléments extrêmement fédérateurs pour la collectivité. Et pour finir, je dirais qu'on a la chance. Et je ne vous annonce pas ma mobilité en Auvergne-Rhône-Alpes, mais on a quand même la chance d'avoir gagné les Jeux d'hiver de 2030. Donc moi, je vous donne rendez-vous avec le groupe Caisse des dépôts. Et là, on pourra associer la grande filiale qui s'appelle la Compagnie des Alpes, hein, qui porte 16 stations emblématiques, dans ce formidable projet qui est devant nous, en fait, pour 2030. Merci, rendez-vous est pris. Alors Marilyn, en conclusion, si on se projette à 2050, qu'est-ce que c'est cet horizon de désirabilité? Parce que finalement, vous avez parlé d'émotion. Dans le langage de l'IRI, on parle plutôt de désirabilité, c'est-à-dire un désir, il est toujours infini quelque part. Hein. C'est-à-dire que si on le consume, hein, il est détruit. Donc il faut l'entretenir quelque part. Il doit être aussi devant nous. Et cette désirabilité dans les projets territoriaux, hein, en 2050, dans une situation qui est quand même extrêmement alarmante globalement. Voilà, comment est-ce que vous l'entrevoyez, Marilyn? Alors, j'ai pas trop de boule de cristal. En revanche, ce que m'inspire vraiment les deux tables rondes qu'on vient de faire, hein, c'est vraiment l'envie. C'est-à-dire que pour susciter l'envie, c'est montrer aussi que ça marche, qu'on peut être acteur. Et les travaux qui ont été présentés, toutes les initiatives montrent qu'on peut réussir. Donc, comment... Évidemment, on passe à l'échelle, c'est toujours la question, comment on duplique les innovations. Moi, je pense qu'en partageant toutes ces initiatives-là, en montrant comment ça peut fonctionner, ça donne envie et ça montre qu'on peut être acteur, on peut avoir du pouvoir d'agir et on peut travailler autrement. Et ça, je crois que c'est très, très important d'arriver justement à le matérialiser et à le diffuser, parce que si en 2050, on veut être dans un monde vivable, habitable,
eh bien, il va falloir effectivement changer complètement le logiciel. Et on voit qu'on a les outils pour repenser autrement. Je trouve que les innovations qui ont été montrées, qu'elles soient techniques, technologiques ou sociales, elles montrent qu'on a la capacité d'agir. Et ça, c'est très, très important, je pense, pour tous et pour partager l'envie de faire un autre monde. Merci. Alors, il me revient la lourde charge de conclure, en fait, en un mot, et ce sera surtout pour vous donner un rendez-vous, pour prolonger cette discussion et ce débat aux entretiens du Nouveau Monde industriel au Centre Pompidou le 18 et le 19 décembre. Pourquoi ? Parce que justement, nous allons essayer de creuser cette question d'une nouvelle écologie de l'industrie et une nouvelle écologie de l'économie aussi, à travers la monnaie, avec Jésabel Coupé-Soubeyran notamment, parce que finalement, l'écologie, il faut le penser à l'intérieur même des organisations. L'écologie, c'est pas juste une question qui nous est extérieure ou qui serait relative à l'environnement, c'est une question d'organisation, des nouvelles modalités d'organisation, c'est ça aussi qu'on peut appeler des nouvelles écologies. Donc ces nouvelles modalités d'organisation, cette nouvelle écotechnologie aussi, parce que ces nouvelles modalités d'organisation, elles sont actives dans le numérique. Je pense que Laurent et Vincent et Théo ont bien montré qu'il y a aussi un enjeu de créer des nouvelles architectures, des nouveaux dispositifs de contribution par la donnée, de données contribuées. Je pense que donc là, il y a tout un chantier qui sera d'ailleurs présenté à nouveau par l'équipe du comité éco et de ITAC le 19 décembre, si je ne me trompe pas. Donc vous voyez, on va prolonger cette présentation dans le champ du numérique, parce qu'il y a beaucoup d'innovations numériques derrière ce projet comité éco. On n'a pas eu le temps, bien sûr, de rentrer complètement dans tous ces détails techniques, mais on le fera le 18 et le 19 décembre au Centre Pompidou. Voilà, je remercie particulièrement les équipes de la Caisse des dépôts, du Hub des territoires, notamment Diane de Maréchal, bien sûr, mais aussi Anne-Sophie Incelin, et merci Anne-Sophie, et Virginie Morin, qui nous a beaucoup aidé aussi en tant que journaliste pour préparer cette table ronde et pour aussi l'enregistrer et la rendre disponible à présent sur les réseaux. Merci beaucoup et à bientôt.